Il y a un sujet que j'ai envie de traiter depuis très longtemps. Je vous en ai parlé dans l'épisode 200 d'ailleurs, et c'est la solitude. La solitude tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est un sentiment que l'on partage toutes et tous, dont on ne parle pas beaucoup avec les autres, qu'on s'avoue très peu à soi-même. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Aïda Ndiaye, qui est une enseignante de philosophie, qui est chroniqueuse sur France Inter dans Grand Bien vous fasse, qui est une contributrice de Philosophie Magazine et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages. Et avec Aïda, on parle de cette problématique de la solitude. Et on parle en particulier du fait qu'on pourrait envisager que c'est un problème individuel, et en fait, c'est en réalité un problème collectif. Une conversation très joviale, c'est la meilleure manière de le décrire, que je vous laisse écouter. Allez, Blanc, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Aïda. Bonjour Grégory. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, ça va pas trop mal, c'est les vacances. Ah, et ça c'est une bonne nouvelle. C'est génial. Il y a un sujet qui me travaille depuis longtemps, parce que je crois que il y a beaucoup de choses qu'on traverse en tant qu'occidentaux, beaucoup de mots, MAUX. Il y en a un, c'est le stress évidemment, mais il y en a un autre, c'est la solitude. Et c'est un sentiment, je pense que c'est le sentiment sans doute le plus partagé, et dont personne ne parle. Qu'est-ce que la philosophie a à nous dire sur la solitude ? Alors, beaucoup de choses. C'est un vaste sujet, parce que si on prend le revers de la question de la solitude, c'est la question du rapport à l'autre et de la nécessité, en fait, d'être en rapport avec l'autre. Donc, c'est ça qui s'est justement accru de manière critique avec les confinements et la crise sanitaire. C'est la rupture de temps d'interaction sociale qui sont nécessaires. Et donc, c'est l'une des questions majeures de la philosophie, la question de savoir comment est-ce que le rapport et les interactions avec les autres sont nécessaires pour la construction de soi. Il y a chez Kant un concept assez rigolo qui s'appelle l'insociable sociabilité, et Kant, qui parfois ne manque pas d'humour, parle des autres comme ceux que je ne peux pas supporter, mais dont je ne peux pas me passer malgré tout. Donc il dit qu'on a à la fois une tendance à s'associer avec les autres pour tout ce que cette association est capable de nous procurer, de nous permettre de réaliser, de développer comme disposition. Et en même temps une tendance à fuir, en fait, les autres, parce que il nous dit je sais que moi, en fait, je suis susceptible de faire obstacle aux projets ou aux intérêts des autres, et donc je postule chez eux cette même tendance. Donc voilà, c'est juste c'est juste pour dire que il y a cette alternative en quelque sorte, ou cette contradiction en philosophie. D'une part, l'autre apparaît quand même comme cette presque ce miroir, en fait, nécessaire à tant de dimensions de notre humanité. Et d'un autre côté, la solitude pour la pensée, par exemple, pour aussi l'introspection, peuvent être aussi pensées comme nécessaires. Donc c'est pas la phrase de Kant. Pardon. Donc c'est pas forcément négatif, la solitude, en fait, dans la philosophie. En fait, ça fait pas, la phrase que tu disais de Kant, ça fait penser à L'enfer c'est les autres, tu sais, de Sartre. Oui, c'est ça. Mais justement, chez Sartre aussi, cette phrase, elle signifie pas nécessairement qu'on doit fuir les autres ou qu'on devrait fuir les autres. De toute façon, c'est pas trop comme si on avait le choix. Mais c'est plus une manière de dire que dans le regard de l'autre, justement, il y a toujours quelque chose de mon identité qui se joue. Donc en fait, l'enfer c'est les autres, c'est vraiment l'idée que quand je suis face à quelqu'un d'autre, je suis face, en fait, à un regard qui presque qui détermine, qui définit mon identité. Je peux pas échapper, en fait, au jugement, mais pas au jugement dans le sens de jugement de valeur. C'est pas tellement que l'autre me juge en bien ou en mal. C'est plus que, par exemple, si je suis assis tranquillement dans un parc, seul, en train de lire et je sais pas, de passer un agréable moment au soleil, et que d'un coup quelqu'un surgit, en fait, ça change complètement mon expérience de ce moment, parce que je vais me penser à travers le regard de l'autre, je vais penser en gros à comment est-ce qu'il me voit, comment est-ce qu'il me perçoit, et du coup ça produit
ce qu'on va appeler la réflexivité, c'est-à-dire le fait de se regarder soi-même, et plus du tout une simple, disons, spontanéité dans laquelle je suis en train d'agir et d'être sans réfléchir à ce que je suis en train justement de faire ou d'expérimenter. Donc quand il dit l'enfer c'est les autres, c'est plus une manière de dire que il y a quelque chose dans le regard de l'autre, dans l'interaction avec l'autre, auquel je ne peux pas échapper, en fait. Mais ça nous construit aussi, et c'est pas nécessairement négatif. Et alors, en fait, ce qu'a apporté la société moderne, c'est, entre autres, un individualisme forcené. Je pense que ça a été renforcé par les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que je disais aujourd'hui, l'un des mots qu'on traverse le plus, c'est sans doute cette solitude hyper profonde, en fait. Alors, je sais pas, en fait, étonnamment d'ailleurs, je sais pas si c'est une solitude hyper profonde par rapport à avant, entre guillemets, ce à quoi l'humain est habitué, voilà, ou est-ce que c'est parce qu'on a des injonctions à l'action en permanence, qui fait que, du coup, quand on est seul, on se sent d'autant plus seul. Mais c'est une réflexion. J'en sais rien. En fait, j'avoue que je sais pas. Mais est-ce que tu crois que cette société individualiste, elle ne renforce pas justement cette solitude de manière forte? Il y a en Angleterre, ils ont créé, je sais pas si tu le sais, le ministère de la solitude quand même. Je trouve ça assez dingue. Je savais pas, c'est fou. C'est un vrai ministère de l'État, c'est pas une asso. Exactement. C'est ouf. Écoute, oui, je pense que en fait, alors il y a plusieurs choses. En effet, cette tendance à l'individualisme, elle se joue aussi, je pense, beaucoup dans la comparaison aux autres. Et en effet, comme tu le disais, renforcée notamment par les réseaux. Donc effectivement, à la fois, je pense que les individus sont appelés ou amenés à poursuivre des intérêts justement personnels et individuels. Et en même temps, il y a cette espèce de mise en scène quand même de soi qui est, je crois, quelque chose de, pour le coup, de constant dans l'histoire. L'idée qu'on joue un rôle, on le trouve déjà chez Pascal, par exemple, donc il y a bien longtemps, mais c'est sûr que ça a été renforcé par les réseaux, et de ce point de vue-là, je pense que ça renforce, qu'on pourrait dire presque une solitude existentielle, pas forcément matérielle, parce que paradoxalement ces réseaux et puis d'une manière générale l'existence disons actuelle, il y a les interactions se multiplient si on laisse de côté le confinement et qu'on pense sur un temps plus long. Mais paradoxalement, il y a cette solitude existentielle qui est que dans la comparaison aux autres, il y a une espèce de dévalorisation de soi, de jugement sur soi-même qu'on est amené à produire justement soi-même, et l'interaction avec l'autre ne devient plus finalement quelque chose de porteur ou de positif. Et ça, c'est quelque chose dont Rousseau parle déjà, sur le fait que justement la société, disons moderne, dont il fait une grande critique, la soi-disant civilisation qui en fait dénature l'homme, eh bien l'un des enjeux justement de cette dénaturation, presque on pourrait dire de cette corruption au sens presque religieux quoi, de l'homme, c'est ce jeu de la comparaison, la jalousie, la concurrence. Et en fait, c'est assez fou parce que Rousseau, il dit ça au XVIIIe siècle. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, et c'est tellement ce vers quoi ceux qui s'accentuent. Donc il y a cette première dimension, je pense, en effet assez paradoxale, mais je pense que les individus oui, sont assez seuls, et moi je le vois par exemple avec mes élèves qui sont donc en terminale, et qui sont pris typiquement dans ces injonctions très individualistes avec en fait le système pour les études supérieures, où en fait chacun doit faire ses vœux, donc il y a quelque chose quand même de très concurrentiel, et effectivement c'est quelque chose face auquel ils sont en fait très seuls, même parfois quand ils peuvent être accompagnés par nous ou par leurs parents par exemple, quand ils ont la chance que ce soit le cas. Mais dans le fond, je pense que presque du point de vue affectif, ou oui, je dirais existentiel, l'expérience qu'ils font, c'est cette espèce de grande solitude, parce que ils doivent à la fois veiller à leurs intérêts personnels, en même temps ils en sont pas totalement capables, parce qu'il y a un flou sur ce qu'ils vont pouvoir faire ou sur ce qu'ils vont pouvoir obtenir. Et surtout, et là je pense que c'est aussi un des
problème du système scolaire français. On leur apprend pas en fait quelque chose de collectif. On leur apprend pas la valeur en fait du travail collectif ou de la pensée collective ou de l'engagement associatif par exemple. C'est des choses qui sont pas du tout faites à l'école. Moi je trouve ça très dommage. Je pense qu'on devrait avoir une demi-journée par semaine où les élèves vont dans une association. Et donc c'est vrai que ça développe cette grande solitude. Et après, l'autre aspect, on pourrait dire, disons, c'est une solitude qui serait plus matérielle, quoi. C'est le fait d'être, disons, isolé matériellement, des personnes qui sont isolées. Ça, je pense que c'est quand même des situations qui sont très variables. Et pour le coup, justement, ce que le confinement, je trouve, a révélé, c'est vraiment qu'il y a une variété de situations. Il y a des gens qui sont vraiment isolés, qui en souffrent, et je sais pas, des personnes âgées ou des personnes qui sont malades d'ailleurs, ou juste des personnes qui sont seules. Je pense qu'il y a des gens, moi j'ai eu l'impression pendant le confinement que pour certaines personnes c'était au contraire le kiff absolu de se retrouver tout seul. Les personnes dépressives, par exemple, de ce que j'ai compris, étaient plutôt contentes du confinement parce que finalement tout le monde était sur le même mode qu'eux. Ce qui a été très dur, c'est le déconfinement pour le coup. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose un peu du style, voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début en fait pour ces personnes-là. Donc je pense que tout le monde n'a pas souffert de la solitude et inversement d'ailleurs, je pense que d'autres personnes, les mères de famille par exemple au hasard, peuvent souffrir d'un trop plein en fait, d'un manque de solitude. De ce point de vue-là, je pense que la solitude vraiment au sens typiquement matériel, le fait d'avoir de l'espace et du temps pour soi seul, en fait, c'est aussi quelque chose d'ailleurs que notre rapport au travail dans la société ne pense pas, et je pense que c'est aussi quelque chose justement qui doit être pensé collectivement et qui ne repose pas que sur une capacité individuelle à dégager du temps pour soi, en fait, ce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire compte tenu des contraintes économiques liées notamment au travail. Et de ce point de vue-là, je pense que voilà, on peut aussi se dire que pour certains individus, il y a presque un manque de solitude, en tout cas de temps et d'espace à soi. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je l'avais pas vu comme ça. N'ayant pas d'enfant, c'est vrai que je l'ai pas envisagé de cette manière-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire ça. Est-ce que, je suis toujours un peu choqué par la phrase de Rousseau, cela dit, mais est-ce que la solitude, c'est un sentiment qu'on s'avoue à soi-même? J'ai l'impression que on n'en parle pas beaucoup aux autres, mais on s'en parle pas non plus vraiment beaucoup à soi-même. On se rend même pas compte que, en fait, on se sent seul. Et, je pense que c'est difficile à c'est difficile d'en prendre conscience parce que justement on est pris quand même beaucoup dans des rapports sociaux. Comme tu disais aussi tout à l'heure, il y a tout ce stress en fait de l'existence plus ou moins intense, mais dans le travail, les contraintes matérielles, ça fait que finalement, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, on n'éprouve pas forcément cette solitude matériellement et peut-être d'ailleurs, comme tu le dis aussi, on ne veut pas la voir. C'est de manière cette fameuse phrase de Pascal qu'on a beaucoup entendue justement pendant le confinement, qui dit que tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne peuvent pas rester, ils ne savent pas rester seuls, assis dans une chambre à ne rien faire. Et ce qu'il appelle le divertissement, c'est vraiment toutes les activités dans lesquelles on s'abîme, que ce soit la poursuite du pouvoir, le divertissement tel que nous on l'entend aujourd'hui, par exemple, la chasse, la poursuite des femmes, enfin c'est ce dont parle Pascal. Mais même finalement se plonger dans le travail, même se plonger dans l'étude, tout ça, ça relève de ce qu'il appelle le divertissement, c'est-à-dire cette manière dont on va faire diversion. Alors après, il y a une dimension évidemment religieuse chez Pascal. L'idée, c'est que cette diversion, elle nous sert à ne pas nous confronter à notre propre finitude, à la faiblesse de notre condition. Bon, sans aller forcément jusqu'à cette interprétation-là, on peut voir en effet que on est incité ou invité à finalement développer toutes ces activités, à avoir ce rythme en fait effréné qui fait que la manière dont on se sent vraiment en fait, et je pense cette solitude profonde qui est finalement le fait qu'on se sent pas suffisamment armé face aux difficultés de l'existence et qu'on aimerait avoir parfois peut-être plus de soutien. Et ça, c'est difficile à s'avouer aussi parce que c'est une vraie souffrance. Alors après, moi, je suis un petit peu optimiste quand même.
C'est bien. Parce que voilà, c'est vendredi, soyons optimistes. Parce que j'ai l'impression que ça change quand même chez les nouvelles générations, justement. Alors, ça dépend. Enfin voilà, c'est toujours difficile de généraliser. Le jeune n'existe pas, mais N'est-ce pas? voilà. Mais c'est vrai que, notamment dans le rapport au travail, dans le rapport aux valeurs, dans le rapport au sens de l'existence, dans le rapport aussi justement à l'engagement en fait collectif, associatif, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est vraiment en train de changer. Si on regarde par exemple les priorités, enfin comment les, disons, 18-30 ans vont hiérarchiser, en fait, les priorités dans le choix d'un travail. La rémunération arrive super bas, en fait. Et ce qui arrive en premier sont les valeurs, c'est le sens, ce qui sont quand même des questions très collectives. En fait, les valeurs, c'est quand même des questions collectives, les questions de choix de société, de rapport à l'écologie, évidemment, c'est très important aussi. Le rapport entre l'articulation, enfin, de l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça peut être une question individuelle, mais je pense que ce sont aussi des choix de société qui doivent être développés, réfléchis, déployés. Il y a des associations, par exemple, qui proposent des dispositifs où on travaille 4 jours, par semaine. 4 semaines par jour, ça fait beaucoup. Donc 4 jours par semaine. Ça arrive. Oui, c'est ça. Et on garde un jour, en fait, pour un engagement associatif, en fait. Et donc j'ai l'impression quand même qu'il y a de ce point de vue-là, moi, je suis quand même assez optimiste. Alors peut-être c'est une certaine jeunesse qui a les moyens matériels de se projeter effectivement dans un emploi qui va être peut-être moins rémunérateur, mais qui aura plus de sens. Mais malgré tout, si on compare justement, même dans les milieux aisés, justement aux jeunes générations qui faisaient des grandes écoles, qui cherchaient forcément le travail le plus rémunérateur. Il y a un vrai changement qui me laisse à penser que quand même cet individualisme, effectivement, notre génération, disons, et peut-être celle de nos parents, on a finalement tellement souffert pour un résultat parfois nul, parce que quand les gens, on peut se le dire, voilà, perdent leur travail ou voilà finissent par arriver à la fin de leur vie et n'avoir pas vraiment eu le temps de profiter de leur famille ou des autres, et en même temps n'ont pas forcément réussi à s'élever socialement, du coup le résultat c'est 0 en fait. Et les jeunes générations qui ont vu leurs parents vivre comme ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il y a un rejet très très fort en fait. Donc on peut espérer que quand même il y ait quelque chose de collectif qui soit en train de réémerger, et on l'a un petit peu vu, les engagements de la jeunesse, que ce soit pour le climat, que ce soit ce mouvement des jeunes filles qui avaient eu dans les lycées pour le crop top, en fait. N'est-ce pas? C'est des choses qui sont plutôt joyeuses et qui peuvent nous rendre un petit peu optimistes. Effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu racontes sur les jeunes. Après, je me demande si c'est pas le propre de la jeunesse tu vois, d'être en mode challenging, et puis en fait, après, tu te fais prendre dans cette grande machine capitaliste, individualiste. Je sais pas, c'est toujours très étrange. Quand tu parlais tout à l'heure, il y a un truc qui a résonné où je me suis dit, le pire, c'est quand même de se sentir seul parmi les autres. Et en fait, j'avais eu cette discussion avec un sociologue qui s'appelle Bruno Marzloff sur la ville, et il disait, en fait, sociologiquement, c'est prouvé que plus la ville est grande, plus tu te sens seul. Parce qu'en fait, tu apprécies cet anonymat, et en même temps, cet anonymat, il te renvoie au fait d'être seul. Et je sais pas, ça me fait penser à cette situation qu'on a tous vécue, où t'es en soirée et t'es tout seul. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone pour faire genre tu fais un truc. Je pense que ça résonne à peu près chez tout le monde. Je sais pas qui n'a jamais fait ça. Avant, on allait fumer des clopes. Moi, j'ai jamais fumé, mais avant, on allait fumer des clopes. Maintenant, on prend son téléphone. Alors, non, les soirées reviennent. C'est vrai. Mais est-ce que le pire, c'est quand même pas de se sentir seul quand t'es entouré, finalement? Oui, c'est-à-dire que je pense que la difficulté de ces liens sociaux, disons très faibles, qui se multiplient en effet, notamment dans des espaces, comme tu disais, très très denses, c'est que ce sont pas des vraies interactions en fait. Et en fait, ce qui se joue quand même dans le rapport aux autres, c'est une forme de reconnaissance, au sens où en fait, je vais déployer finalement
une dimension de ma personne au travail, avec mes amis, etc. Et j'ai besoin que l'autre me renvoie justement cette dimension. Donc c'est ce que Hegel appelle la reconnaissance, mais ça n'est pas la reconnaissance au sens de gratification sociale ou salariale. C'est vraiment la reconnaissance dans le sens où ce qu'on appelle l'intersubjectivité, le fait de se parler entre deux sujets, c'est ça qui me valide en quelque sorte, qui me constitue comme ce que je suis. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça dont finalement on a beaucoup souffert dans le confinement, c'est qu'on a réduit nos interactions et donc on a réduit les dimensions de notre être. En fait, le fait d'avoir une multiplicité d'interactions, ça fait que voilà, parfois je suis quelqu'un qui travaille et du coup j'ai des interactions avec mes collègues qui me permettent de déployer cette dimension-là. Parfois je suis une amie, une mère, etc. Bon. Et donc le fait est que en effet quand on est dans la rue, par exemple quand il y a beaucoup de monde dans les transports, en effet dans la ligne 13. La ligne 13, alors moi je connais plus la RER A, mais c'est à peu près le même combat. C'est pas du tout des interactions de ce type puisqu'il n'y a pas d'interaction en fait. Donc c'est juste presque des frictions en fait, parfois même physiquement. Et du coup on se retrouve à manquer en effet de ce besoin de reconnaissance qui est vraiment essentiel et c'est ça qui peut renforcer ce sentiment de solitude en effet et c'est toute cette question quand même je pense fondamentale a fortiori parce qu'on est en année électorale de comment est-ce qu'on arrive encore à préserver le lien social. Je pense que la difficulté c'est que vraiment la notion de communauté finalement presque au sens antique, l'idée que vraiment en fait, ce que Aristote, par exemple, va définir comme le lien entre les citoyens, c'est l'amitié, en fait. Alors évidemment, c'est pas l'amitié entre potes qui vont boire des coups au café, mais c'est quand même cette reconnaissance d'ego. Et c'est sûr que, disons, l'individualisme au sens très large a complètement perverti cette dimension-là de la politique au sens très large aussi. Ce que d'ailleurs Rousseau, là encore, avait totalement anticipé. Et c'est vrai que les espaces urbains très denses, très stressants, renforcent ce délitement, disons, du lien social et ce sentiment de solitude. Et c'est marrant parce que tu vois, quand tu me parles de tout ça, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me questionne. Et tu parlais du fait d'avoir des enfants. Moi, je remets beaucoup en question le principe de famille nucléaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas le principe, mais la famille nucléaire, en fait, c'est la famille dans laquelle on vit, dans laquelle on est tous plus ou moins nés, j'imagine. C'est-à-dire papa, maman et les enfants. Mais en fait, c'est un concept qui est assez récent parce que je pense qu'avant les années 50, c'était pas forcément comme ça. Donc, c'est à 70 ans, c'est hyper récent et j'ai l'impression, pour côtoyer quand même pas mal de gens qui ont des enfants, que ce système ne fonctionne pas du tout de famille nucléaire. Et de la même manière, les grandes villes, les grandes mégalopoles, tu vois, il y a le mot mégalo à l'intérieur, d'ailleurs, c'est intéressant. Ça fonctionne pas non plus, en fait, finalement. Sans vouloir dire c'était mieux avant ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y a quelque chose dans la construction de nos humanités, finalement, qui est que on est fait pour vivre dans des petits groupes d'humains, alors qu'on essaye de recréer bon an, mal an, mais on n'est pas vraiment fait pour vivre comme ça, séparé des uns des autres, séparé de sa famille, élever des enfants tout seul ou à deux, et même pour le développement de l'enfant, finalement, c'est pas forcément le truc le plus riche pour lui, finalement. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Alors la première chose, c'est que justement, moi, je pense que cette question des enfants, elle est assez centrale, en fait, parce que c'est aussi ça qui, justement, d'une part, je pense, de cette manière, favorise l'individualisme, parce que à la fois, il faut travailler pour assurer des conditions matérielles pour pouvoir juste s'occuper de ses enfants et vivre avec eux, à fortiori pour le coup dans les grandes villes où l'immobilier est si cher. Et aussi c'est ça qui fixe d'une certaine manière. C'est beaucoup plus difficile je pense que ça accroît l'inertie déjà assez fondamentale des êtres. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la jeunesse, c'est justement quelque chose qui est en train de changer. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui en tout cas, pour qui le fait d'avoir un enfant est une question, va pas de soi.
sans vouloir dire dès à présent qu'ils en feront pas, mais et ça, à mon avis, ça peut être un énorme bouleversement parce que du coup, ça engage presque toute la vie derrière, et notamment ce rapport au travail, cette place du travail dans la société, cette question du collectif, de l'engagement, etc. Tout ça, en fait, on peut inventer vraiment de nouvelles manières de vivre beaucoup plus facilement, en fait, si on n'a pas d'enfants qui qui vont développer cette tendance, en effet, à se refermer sur la famille nucléaire. Et ensuite, donc sur l'autre sujet, sur la question vraiment des grandes villes, pour moi, c'est vraiment le problème. Alors, je suis pas ni géographe ni sociologue, mais il me semble que le problème, c'est en fait, c'est vraiment, pour moi, le système économique et social de production qui génère. Enfin, pour moi, le problème central, en fait, c'est le temps, et c'est du coup, c'est le travail, en fait, vraiment dans la souffrance au quotidien des individus, en fait. Et donc, pour moi, ça, c'est un problème qui est vraiment collectif. Et en effet, c'est sûr que cette solitude, disons, au sein de la famille nucléaire, elle est accrue, en fait, quand on n'a pas le temps, parce que le problème, c'est ça, en fait. Le problème de la famille, dans la famille nucléaire, c'est le temps pour s'occuper des enfants, le temps pour s'occuper de soi, le temps pour s'occuper des autres, et le temps pour travailler. Donc, en fait, et le temps pour les femmes de faire tous les trucs à la maison. Pour le dire. Alors, logiquement, c'est pas censé être le cas, hein, mais... Non, je sais, justement, c'est pour ça. Mais bon, on a bien vu pendant le confinement que... Alors, le confinement a renforcé ça. Donc c'est pour ça que je me permets de le souligner. Mais voilà, et c'est sûr que... et d'ailleurs, moi, pour le coup, je me souviens quand mes enfants étaient petits et qu'il y avait... du coup, ils avaient des amis qui étaient eux-mêmes petits. Il y avait un peu de salle de ambiance. Il y avait les parents qui avaient sous la main, si je puis dire, les grands-parents. Qui étaient à côté et qui du coup se galéraient quand même moins que les autres. C'est clair. Donc je pense qu'il y a effectivement énormément de choses à repenser. Je dis pas forcément qu'il faut vivre à 4 générations, mais c'est sûr que et je pense pareil que c'est un peu en train d'émerger. J'ai l'impression, le fait que déjà beaucoup de gens fuient la ville, et là-dessus le confinement, je pense, a quand même un peu aidé. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui peut-être est un aspect positif des familles monoparentales, en fait, aussi. Quand on élève ses enfants seuls, on peut plus ouvrir, je pense, sur les amis, par exemple, parce qu'il y a les grands-parents, mais il y a aussi les amis, en fait, le fait de recréer une famille avec des amis. Même si là encore, il y a une grande inégalité entre les hommes et les femmes, puisque quand les femmes se retrouvent seules, en général, elles ont une chute assez considérable de revenus et de niveau de vie. Mais c'est ça, et puis tu peux te sentir vraiment, pour le coup, très seul avec ton enfant. Enfin. Oui, non, bien sûr. Il y a, je sais pas si tu as vu ce film sur Netflix, The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal, qui est une actrice, mais qui a réalisé son premier film. Je sais pas si je l'ai vu. Et c'est un super film sur la maternité, en fait. Et elle, en fait, elle abandonne ses enfants parce qu'elle supporte pas, c'est trop, quoi. Donc voilà, donc c'est sûr que là encore, moi je pense que le problème, en fait, de fond de toutes ces questions, c'est que on va traiter ces questions comme un problème individuel. En fait, si tu te sens seul, c'est un problème psychologique. T'as qu'à sortir. Enfin voilà, t'as qu'à prendre une activité. T'as qu'à prendre une activité, mets-toi sur Tinder, que sais-je. Mais en fait, je pense qu'il faut essayer d'avoir une approche collective. Il y a eu un super livre de Romain Huette, qui est un sociologue, qui a en fait travaillé comme bénévole dans une association d'écoute qu'il appelle SOS Suicide dans le livre. Et en fait, il montre justement, alors c'est plutôt sur la fatigue, mais évidemment, il y a aussi une grande solitude de toutes les personnes qui appellent pour témoigner et dont il rapporte justement les témoignages. Et je pense qu'il y a quand même une réflexion qui commence à émerger aussi en sociologie, un peu en philosophie, d'essayer de déplacer toutes ces questions-là, finalement, la question de la fatigue, la question de la solitude, même la question du stress, finalement, d'en faire des problèmes collectifs. En fait, je pense qu'il y a une espèce de tendance à un moment, avec l'émergence du développement personnel, à en faire quelque chose de très individuel et à la limite de la psychologie.
Bon, finalement, c'est à chacun de déployer ses outils pour justement accepter sa solitude ou être heureux, etc. Et là, je pense qu'il y a une espèce de retour de bâton où on se rend compte qu'en fait, c'est très culpabilisant et ça n'apporte pas. C'est encore plus de charge mentale. C'est encore plus de charge mentale, c'est clair. et que surtout, c'est des enjeux politiques et sociaux. C'est-à-dire, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on réorganise le travail, donc si on repense à la question des enfants et peut-être plus spécifiquement des femmes, comment est-ce qu'on organise le congé paternité pour que ce soit pas toujours seulement les femmes qui s'occupent des enfants à la naissance, comment est-ce qu'on pense, là j'avais vu passer dernièrement, parce qu'il y a eu pas mal de travaux aussi sur les premiers mois de grossesse et sur l'arrivée des enfants, quand on parle de burn-out maternel par exemple, bon, est-ce que c'est un burn-out ou est-ce que c'est une dépression postpartum plutôt, ou est-ce que c'est pas justement un burn-out parce que en fait la mère est seule pour s'occuper de ses enfants, et tout ça c'est des enjeux en fait qui doivent être pensés collectivement. En fait, il faut qu'il y ait une structure sociale, je pense, qui dégage du temps pour que les individus puissent ne pas s'épuiser à la tâche. Et juste, je finis juste là-dessus, cet épuisement en fait presque structurel des individus et cette course après le temps, et en fait ça c'est un effet direct de la construction du travail dans un système capitaliste. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi c'est quand même un peu le fond, quoi. Donc je peux pas te demander, Rousseau, il a pas donné des conseils pour mieux gérer sa solitude. Alors il y a quand même les rêveries du promeneur solitaire. Et alors après, voilà, c'est là pour le coup, on est plutôt sur la dimension positive de la solitude, c'est-à-dire justement la rêverie. Après, je pense que ce qui est un petit peu difficile, mais je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est aussi que la question pour le coup, justement, dans les villes, du rapport à la nature. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile aussi de se ressourcer et d'apprécier la solitude, parce que quand même, moi, je pense qu'il y a cette dimension, c'est hyper important quand même de juste d'avoir du temps pour soi, et encore, je me permets de le redire pour les femmes, notamment pour les femmes, en tout cas pour les mères notamment. Même peut-être pour les femmes d'une manière générale, pas seulement pour les mères. Et donc c'est sûr que c'est plus facile quand je peux aller me promener dans la forêt, au bord de la mer, voilà, que quand je suis rue de Rivoli, en fait, entre les voitures, ou même sur les quais de Seine, qui sont pas l'endroit le plus naturel qu'on connaisse. Donc chez Rousseau, c'est sûr qu'il y a un éloge de la rêverie. Que moi je trouve très beau et très poétique, et justement on peut faire le lien aussi avec l'art, l'imaginaire, tout ce que ces moments pour le coup de presque, j'ai envie de dire, de vibration intérieure peuvent nous apporter, et qu'on peut partager d'ailleurs aussi, mais en tout cas qui peuvent nous faire expérimenter seuls vraiment la beauté, la joie, dans le contact avec la nature ou une œuvre d'art par exemple. Mais là encore, c'est vrai que tous les environnements ne le permettent pas, et là encore d'ailleurs le confinement l'a bien révélé, parce que la raison pour laquelle les gens fuient la ville, c'est aussi que les appartements parisiens, le manque d'espace vert, quand on est effectivement confiné chez soi, ça devient assez douloureux. En tout cas, ça peut l'être. Ouais, en fait, c'est marrant parce que tu parles de confinement, et je reviendrai sur le travail après, parce qu'il y a plein de questions sur le sujet, évidemment, mais j'ai l'association en tout cas pour moi, mais j'ai l'impression que c'est partagé avec pas mal de gens, parce que quand j'en parle autour de moi, après c'est très empirique, tu vois, j'ai pas fait une étude sur le sujet, que ça a renforcé l'introversion, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends plus de plaisir à rester tout seul, t'as moins besoin d'interaction sociale. Moi, j'ai beaucoup moins de dîners, il y a plein de fois où j'ai envie de rester chez moi. Ouais, tout à fait. Ça a vachement renforcé ça, et effectivement, je pense que comme tu vois, on pourrait faire aussi l'éloge de l'ennui, tu vois, parce qu'en fait, les gens, enfin, la société moderne, tu vois, hyper performative, elle est pas vraiment dans l'ennui, alors qu'en fait, la créativité vient de l'ennui. En fait, t'as besoin de t'ennuyer. Fondamentalement, c'est hyper important. Et j'ai la sensation, ouais, que le confinement, ça a renforcé ça quelque part. Oui, c'est assez frappant. Alors,
je pense que en fait, enfin moi la manière dont je vois les choses, c'est qu'il y a une sorte de tendance à l'inertie en fait. C'est-à-dire que on est sur notre lancée quoi. Il y a un livre de Ruan Ogien qui est vraiment super, qui s'appelle L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, et il parle de ça. Attends, répète ça. L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Je t'en parlerai après si tu veux. C'est avéré. C'est plus sympa s'il y a une bonne odeur de croissant chaud que s'il y en a pas. C'est clair. Et il parle de ça. Il dit en fait, donc il s'appuie sur des études qui ont été faites. On a une sorte de tendance à l'inertie. Par exemple, moi, je me souviens très bien, et c'était vraiment incroyable, quand on nous a dit que le confinement était terminé, alors que c'était un peu la galère mon confinement. J'ai eu un moment où je me suis dit ah non, en fait maintenant on est là, on reste. En fait, je veux pas sortir. Laissez-moi, on continue. Allez, c'est parti. Et je pense que et du coup. Ce qui est assez positif en effet dans ce confinement, c'est que on a bien été obligé de sortir de notre inertie dans laquelle on était en tout cas pour certains d'entre nous, de en effet multiplier des activités. Enfin c'est vrai que maintenant moi rétrospectivement quand je regarde mes semaines et mes week-ends avant le confinement, je me dis comment en fait c'était possible. Enfin la multiplication des activités c'était complètement délirant, et ça du coup en effet je pense que c'est tout à fait moi je trouve ça plutôt positif du coup de comme tu dis, on a finalement réappris aussi à ne rien faire, à apprécier de juste rester chez soi. D'ailleurs il y a eu une enquête avant les vacances de Noël qui montrait que en fait pour la majorité des Français, si tu leur dis vendredi soir, le premier mot qui vient à l'esprit c'est genre je me souviens plus exactement, mais c'est canapé quoi. Enfin c'est vraiment c'est pas du tout sortir, aller boire des coups. Bon, encore moins aller en boîte à l'époque, je pense que les boîtes étaient fermées, mais c'est vraiment ce truc disons du cocooning qui s'est énormément développé. Et je trouve ça plutôt agréable, même si moi, alors c'est plutôt une expérience personnelle, je m'appuie pas forcément sur des études précises, j'ai quand même l'impression que les amitiés ont pâti en fait de ce confinement. Pour moi, l'amitié c'est quand même le lien le plus important en fait dans l'existence. Tout ce qu'on a dit finalement sur autrui, sur la nécessité de la reconnaissance, pour moi c'est vraiment l'ami qui est central en fait, plus que toute autre relation. Et la famille peut-être, mais c'est une famille choisie. C'est une famille choisie. Moi, je trouve que justement, bon, alors les enfants, on peut pas dire qu'on a, enfin, je veux dire, on a une reconnaissance toujours. Les parents, voilà, il y a plus de tension, il peut y avoir plus de, voilà, il y a un tel passif avec les parents parfois que même si les relations sont bonnes, c'est quand même pas la même chose qui se joue. Et donc, je trouve qu'il y a une stabilité, une puissance de l'amitié qui, pour moi, est extrêmement importante. Et j'ai le sentiment que c'est quand même un lien qui s'est un peu dégradé, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu délité, ouais, exactement. Et espérons que ça puisse revenir. Et puis c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais peut-être pour moi, ma génération, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu justement replié sur sa sphère privée, parfois familiale pour ceux qui ont justement des enfants ou qui sont en couple, et que les amitiés en ont un peu pâti. Mais après, je trouve que c'est quand même, et d'ailleurs c'est la vertu d'une crise en fait, c'est quand même plutôt une bonne chose qu'on ait un petit peu désappris à performer tout, en fait, performer le travail, mais aussi la vie sociale, mais aussi les activités culturelles. Enfin voilà, alors c'est peut-être plutôt un syndrome des grandes villes, mais il y a ce côté où il faut accumuler en fait des activités. Alors quand on a des enfants, je n'en parle même pas. Et ça, finalement, le fait qu'on ait accepté de pouvoir dire ce week-end je fais rien, en fait, ni ce soir finalement, c'est plutôt pas mal. Et tu disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cette idée. En fait, c'est quelque chose que je suis vraiment en train de creuser d'ailleurs autour du collectif. Je pense que effectivement, toute cette notion autour du self-care, du développement personnel, a beaucoup mis de pression aux gens. Et de manière générale, cette société qui est capitaliste, individualiste, met beaucoup de pression sur l'individu. Et est-ce que c'est peut-être pour mieux les séparer, enfin, tu vois. Alors, en fait, tu vois, quand tu parlais de travail tout à l'heure, je me dis, et tu vois, il y a beaucoup de théories là-dessus, hein, évidemment. On parle toujours de croissance, mais il y a suffisamment de richesse en France. En fait, on n'a plus besoin de croissance, c'est plus nécessaire. En fait, il faudrait juste partager mieux. C'est pas une question de croissance. Et ce côté collectif, tu penses qu'on l'a complètement perdu, ou est-ce que
il est quelque part tapis dans l'ombre et on peut le retrouver d'une manière ou d'une autre? Moi, je pense qu'il revient. Donc, en effet, je pense que cette manière de faire peser sur les épaules de l'individu la responsabilité de son développement personnel, de son bonheur, de sa satisfaction, etc. En fait, c'est une manière un peu de faire diversion. Il y a un livre qui s'appelle Apicratie d'une sociologue qui s'appelle Eva Illouz et d'un psychologue qui s'appelle Edgar Cabanas. Et eux, leur thèse, c'est que justement tout ce business en fait du développement personnel, hein, c'est une manière de justement de faire diversion en faisant porter sur les individus la responsabilité de leur échec, de leur réussite, même parfois de leur maladie, de la souffrance, etc. Et en fait, ça détourne des vrais enjeux politiques et sociaux et donc collectifs. Et ça sert quand même encore une fois, finalement, une organisation du travail et de la société dans laquelle, comme tu le dis, on va demander aux individus de produire toujours plus, sans se poser des questions de manière un petit peu différente et de manière plus collective. Mais, comme je l'ai déjà un peu dit, moi, j'ai vraiment le sentiment que, en fait, maintenant, ça se voit. En fait, ça se voit. On le sait. On te voit. Ouais, exactement. Là, on te voit, en fait. Et du coup, c'est forcément des choses qui ne peuvent évoluer que sur du temps long. Mais je pense que de toute façon, l'histoire, c'est cette espèce de balancement perpétuel où on va dans un sens puis dans l'autre. Bon, là, on peut dire qu'entre la crise écologique, la crise économique, sociale, politique, et même si, tout ça est complexe et c'est toujours un peu compliqué de généraliser, mais il me semble que quand même, on arrive vraiment la société dans laquelle on a grandi en fait, telle qu'on l'a connue, elle arrive vraiment à bout de souffle et que c'est pas possible autrement qu'il y ait un vrai bouleversement en fait. Donc même si on a vu que c'est pas exactement ce qui s'est passé juste après la crise, même si là l'élection laisse plutôt perplexe en fait et qu'on a plutôt l'impression qu'il y a un certain repli. Mais moi encore une fois, j'ai une certaine foi en la jeunesse quand même et je pense que sur un temps long ça va plus être possible. Et d'ailleurs, pareil, je trouve que je le vois chez certains de mes élèves, en fait. Alors évidemment, il y a un petit peu de tout, mais je pense que leur but, c'est pas nécessairement de travailler comme des dingues, en fait, et de gagner beaucoup d'argent, en fait. C'est important pour eux, c'est sûr, la réussite sociale aussi, parce que j'ai des élèves d'un plutôt bon milieu social, mais c'est pas le principal. Et je me dis... sur un temps beaucoup plus long, sur une ou peut-être 2 générations, ça peut quand même porter ses fruits. De toute façon, la société peut pas exploser en vol, quoi. Donc, il faut bien trouver un modus vivendi à un moment, et on peut espérer qu'on finira par y arriver. En tout cas, on est presque, j'ai envie de dire, on est obligé de l'espérer parce que sinon là c'est la fin en fait. C'est ça. Sinon, on est vraiment, on est vraiment fichu. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant le confinement du monde d'après. Et tout ce qu'on peut constater, c'est que le monde d'après, il ressemble quand même beaucoup au monde d'avant. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai que c'était. Mais bon, peut-être qu'on a aussi mal pensé la temporalité des crises, c'est-à-dire qu'on pouvait pas forcément on peut pas reconfigurer en 3 mois en fait tout un système. Mais il me semble quand même que par exemple les inégalités sociales elles apparaissent de plus en plus comme insupportables en fait. Le discours du ruissellement par exemple, en vérité qui y croit encore? Enfin, je veux dire il me semble que c'est devenu vraiment, c'est des choses qu'on peut plus dire en fait vraiment, parce que tout le monde se rend compte que c'est une manière de s'accaparer la richesse pour une partie de la population au détriment des autres. Donc je pense que c'est En fait, ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est effectivement quand tu vois les élections politiques en France et la montée de l'extrémisme, tu te dis en fait, ces personnes jouent sur la peur et donc ça fait monter l'individualisme encore plus parce que les gens, tu vois, ils se disent attends, mais je vais prendre soin de moi et ma famille, tu vois, dans mon petit cocon. Et donc dehors les étrangers, dehors, je sais pas, les juifs, etc., etc. Bon.
ça fait penser à ça. Donc déjà de voir que finalement là dans le temps très court, c'est pas forcément ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, on est quand même très mal placé en tant qu'humain à avoir du recul, c'est-à-dire que en fait, on se rend pas compte, on est encore dans cette crise, finalement, et on pourra prendre du recul sur cette crise dans 20, 30 ans, mais pas tout de suite, en fait. Quand on parle du monde d'après, le monde d'après, c'est pas le monde le 1er janvier 2022, en fait. Le monde d'après, c'est le monde au 1er janvier 2052 ou 2042, on verra comment c'est, mais Oui, c'est pas tout de suite. Oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé le nombre de livres qui sont sortis très rapidement en fait après le confinement. Et en effet, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il y a le temps pour donner du sens, de la réflexion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à penser, bien sûr, au moment même de l'événement, mais pour pouvoir lui donner toute son ampleur et tout son sens, c'est sûr qu'il faut en être vraiment sorti et que l'histoire, ça se joue sur un temps long et que bon, c'est disons un mouvement de reconfiguration de la société, de ses valeurs, de ses priorités, qui serait un énorme bouleversement. Ça ne peut se faire que sur un temps qui sera effectivement très long. Et comme tu dis très justement, on n'est pas encore sorti de cette crise et j'espère que effectivement sur une durée un petit peu plus longue, les choses pourront évoluer. Et en ce qui concerne l'élection, en effet, c'est sûr que on paraît pas parti vers une valorisation d'idéaux collectifs, mais bon, là encore, alors pour le coup, j'avoue que moi j'ai vraiment du mal à donner du sens à tout ça. Et je pense qu'il y a quelque chose que je comprends pas en fait, pour te le dire très honnêtement, dans ce qui se passe, et ce que je comprends pas en partie. C'est cette espèce de, même si je sais qu'il y a des enjeux financiers, de partis, etc., mais l'éclatement de la gauche, pour moi, c'est un énorme mystère. Je comprends pas comment est-ce que les gens peuvent se présenter comme ça à l'élection présidentielle, et même pas à gauche comme à droite d'ailleurs. Je comprends pas comment il y a autant de gens qui peuvent se présenter, justement comment, pour le coup, ce manque de vision, de vista, de sens de l'histoire, de se dire là, on est dans un moment hyper charnière et du coup, il faut assumer une responsabilité presque historique. Voilà, face et communautaire aussi, ce que tu disais, ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire ne pas être dans l'individualisme, mais d'être dans le communautaire, dans l'ensemble. Mais ça, c'est vrai que c'est très difficile, et moi je le vois pour le coup à l'école, à la fois en tant qu'enseignante et en tant que mère, c'est que je pense qu'il y a une espèce de truc qui se mord la queue parce que sans vouloir tout faire porter toute la responsabilité sur Parcoursup, mais c'est sûr que c'est un système qui fait que les élèves, en fait, ils grandissent, je veux dire, dès presque 15 ans, ils sont dans cette configuration un peu concurrentielle, un peu individualiste, justement, de se dire, bon, faut que je sois le meilleur pour avoir, en fait, l'école, ou voilà, ce que je veux. Et du coup, les parents, ils sont aussi dans un truc individualiste. Il faut que mon enfant soit le meilleur. Enfin, il y a Michael Sandel qui a écrit un livre sur la méritocratie, et il parle des États-Unis. Il dit aux États-Unis, il y a des burn-out parentaux, en fait. Ce sont les parents, en fait, qui coachent leurs enfants et qui sont au taquet du taquet, finissent par s'épuiser. Et donc c'est sûr que forcément, ça produit en fait des individus qui vont arriver aux responsabilités, qui ont grandi dans ce système très concurrentiel, très individualiste, et qui vont entretenir ce système-là. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que pour moi, l'école doit à un moment un peu prendre la tangente et essayer de valoriser davantage la dimension collective, en fait, le collectif, l'associatif, le bénévolat, ce genre d'activité. Le seul truc en politique qui peut donner de l'espoir, entre guillemets, même si pour le coup je suis pas du tout communiste, mais c'est ce programme, c'est des jours heureux, qui, en fait, étonnamment, je sais pas, le Parti communiste, on n'a pas entendu parler depuis, enfin je sais pas, je me souviens même pas la dernière fois qu'on a entendu parler du Parti communiste. Et là, en fait, ça revient. Tu vois, il y a ce côté commun, ce qui montre un mouvement quelque part, quand même. Enfin, il me semble. Oui, non, tout à fait. C'est sûr qu'il y a une partie quand même de. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi difficile de donner du sens. Et ce qui est finalement peut-être presque le plus inquiétant, c'est cette
cette fracture en fait, parce qu'il y a finalement une grande partie de l'électorat à droite et surtout à l'extrême droite qui est dans cette espèce de repli, bon, qui est aussi une forme de communauté d'ailleurs, parce qu'en fait c'est très communautaire. Oui. Quelque part, oui. et à gauche, finalement, cette aspiration à quelque chose de beaucoup plus inclusif, beaucoup plus collectif, une société beaucoup plus ouverte. La difficulté, c'est que je pense que là, on est dans quelque chose, il y a presque plus de centre, quoi. Et je vois pas trop comment on va réussir à s'en sortir, en fait, et c'est-à-dire à avoir à un moment quand même une perspective un peu plus qui inclut vraiment tout le monde, en fait, dans laquelle personne se sente vraiment rejeté catégoriquement. Et du coup, quand on disait tout à l'heure, la solitude, c'est une problématique collective, comment toi t'envisages les choses? C'est-à-dire, enfin, pas au niveau individuel, mais d'un point de vue sociologique, non, mais philosophique, comment on peut retrouver du vivre ensemble, pour reprendre l'expression, dans cette société? Est-ce que c'est la manière dont on travaille? Est-ce que c'est la manière dont on partage les tâches? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est tout ça, en fait? Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment la question fondamentale, c'est la question du temps. Enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce qui nous manque pour prendre soin des autres, pour les voir, pour, je sais pas, les appeler, bon, là, il y a eu ce scandale sur les maisons de retraite, typiquement, ce qui fait qu'on n'a pas de temps pour s'occuper des personnes âgées, et même, bon, sans forcément les accueillir chez soi, si on ne peut pas, mais juste pour aller les voir aussi, dans ces maisons de retraite. Tout ça, c'est quand même le fait que on manque de temps. Et donc, je pense qu'il y a une partie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une partie peut-être individuelle. Il faut aussi, voilà, moi je me rends compte par exemple que j'ai tendance à être toujours pressée et que c'est une espèce d'inertie mentale en fait, dont il faut essayer de se sortir. Et en fait, tu peux aussi ralentir. Bon, il y a on a quand même quelques leviers et quelques capacité à changer certaines choses, mais après globalement, moi je pense qu'il faut vraiment repenser la place du travail et le temps de travail en fait. Je pense que globalement on travaille trop, parfois mal. Moi ça me sidère en fait tous les témoignages sur les personnes qui travaillent soit pour des plateformes, soit j'ai entendu deux documentaires, l'un sur les postiers à côté de Annecy je crois, qui sont entrés en grève parce que c'est un algorithme qui détermine leur tournée et qu'en fait ils ont plus le temps quoi de parler aux gens, de vérifier, comme ça peut être le cas parfois, qu'une personne âgée isolée en fait va bien, etc. Parce que l'algorithme leur fixe en fait une tournée qui est pas possible de faire. Et l'autre témoignage que j'ai entendu, c'était des personnes qui sont des aides à domicile. Et c'est la même chose, en fait. Elles pointent quand elles arrivent. Et du coup, elles n'ont pas le temps d'effectuer correctement les tâches. Et par là, c'est justement aussi prendre ce temps de parler à la personne qu'on va voir, de passer un petit peu de temps avec elle, etc. Et ça, je trouve ça extrêmement révélateur. C'est-à-dire que tous ces systèmes d'algorithmes, et donc si on pense aussi évidemment aux livreurs ou aux chauffeurs, ça a complètement accru, accentuer cette pression sur le temps qui est mise dans le travail, parce que en fait c'est un outil de mesure du temps de travail qu'on n'a jamais eu en fait. On pouvait pas mettre un manager ou un petit chef derrière chaque employé pour mesurer vraiment le temps qu'il passait au travail. Et ça alors, outre les métiers du care, où effectivement, ça empêche de prendre vraiment soin des autres, mais même dans le travail, ça empêche les personnes de se parler, parce qu'en fait, elles sont toujours en train de courir après le temps, voire c'est des outils qui isolent. Je sais pas si tu avais vu ce cache investigation incroyable sur Lidl, et en fait, ils ont des casques de commande vocale. Donc, ce sont les employés qui font les commandes pour les magasins. Et donc, en fait, ils sont dans des énormes entrepôts. Ils ont un casque à commande vocale qui leur dit où est-ce qu'ils doivent aller chercher telle marchandise. Et du coup, ils ont un nombre de mots qui est fixé par la machine qu'ils peuvent dire. Donc, si par exemple, ils croisent en fait un collègue et qu'ils disent bonjour, le casque va leur dire erreur, quoi, en fait. Donc, en fait, ces outils-là, ils isolent plus que jamais. C'est ça qui est fou, c'est qu'on revient quand même à une espèce de travail à la chaîne, travail à la tâche, presque pire que la condition ouvrière qui a été décrite par Marx, par exemple. Et après, je trouve que
au dehors du travail, ça délite aussi les liens parce que ça épuise les gens et que du coup, on n'a plus après ni soit le temps, soit tout simplement l'énergie pour pour s'occuper des autres. Mais finalement, c'est vrai pour pour les personnes qui travaillent avec des algorithmes, mais les témoignages des juges, des magistrats, par exemple, dernièrement, c'est exactement la même chose. Les personnels soignants n'en parlons pas. Bon, les enseignants, peut-être, c'est un petit peu différent. Donc, en fait, c'est un problème, je trouve, qui est structurel, qui est peut-être accentué parfois par l'intelligence artificielle, mais qui est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'emplois. Ça fait penser, ce que tu dis à... Je sais pas si les personnes qui écoutent ont déjà ressenti ça, ce sentiment un peu malsain de dire attends, mais comment ça le livreur de la pizza il a 5 minutes de retard ou comment ça mon Uber il met 6 minutes au lieu de 4, tu sais, parce que comme en fait on nous donne les outils pour monitorer, bien sûr, tu deviens hyper pervers toi-même. Bien sûr. Il y a ce côté là qui est hyper étrange en fait, enfin je trouve. Oui, bah c'est sûr qu'il faut, là pour le coup je pense que c'est quand même bon, c'est toujours la même chose, il y a un problème je veux dire collectif, social, éthique. Bon, ça c'est voilà, je pense qu'on est pour le coup, on n'a pas encore construit les outils éthiques pour réguler l'intelligence artificielle. Après, c'est sûr qu'il faut essayer, moi je pense quand même d'avoir un usage régulé de ces outils-là. Bon, il y a toute la question aussi, par exemple, de l'évaluation. Mais c'est sûr que c'est très pervers. Et alors, pour le coup, ce que je pense aussi, c'est que là, je pense que ça peut être plus pervers chez les jeunes qui ont l'habitude de ces outils. Enfin, je me souviens, moi, j'avais eu une discussion une fois avec mes élèves. Alors, c'était pas sur le temps, mais c'était sur la notation. Tu sais, moi, en fait, ça me pose problème de noter, surtout quand on sait que si on est, enfin, en gros, que 4, 5, c'est une mauvaise note et que après, ils sont éjectés de l'appli. Et les élèves, enfin certains de mes élèves en tout cas qui avaient, je pense, l'habitude de fonctionner comme ça, ils voyaient pas du tout le problème, ils trouvaient ça au contraire super et tout. Donc c'est vrai que voilà, c'est peut-être un peu plus inquiétant chez une génération qui aura davantage grandi avec ces outils. Mais en effet, comme tu le dis, c'est fou ce contrôle permanent du temps, surtout quand on sait. Il y a eu un autre cache investigation vraiment génial sur les livreurs Deliveroo, et en fait, on voit un livreur à vélo qui se retrouve sur l'autoroute parce qu'en fait, l'appli indique les trajets en voiture, pas vélo. Donc en fait, on le voit. En plus, il pleut, il est de nuit, etc. Et le problème, c'est que s'il prend pas le trajet indiqué par l'appli, il est en retard. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont toujours en retard. Ils sont toujours en retard parce que le temps pour attacher son vélo, pour monter, bien sûr. Pour tout ça n'est pas compris dans le temps qui leur est indiqué. Donc en fait, voilà, ils prennent. Il y a aussi la question du risque qu'ils prennent. Donc c'est sûr qu'il faut avoir conscience de tout ça quand on utilise les applications parce que voilà, c'est ce qui se joue derrière. Et puis c'est comme ça qu'on hurle aussi sur les chauffeurs. C'est pour ça qu'on les voit d'ailleurs qui brûlent les feux, parce qu'en fait ils sont en train d'essayer de courir après le temps finalement. Oui, c'est ça. Non, c'est extrêmement, c'est assez spectaculaire. Enfin, moi je trouve ça assez, assez spectaculaire parce qu'en fait quand tu lis les textes de Marx et que tu regardes justement les témoignages de toutes ces personnes qui sont employées, en tout cas particulièrement des applis, c'est presque mot pour mot ce que dit Marx, c'est-à-dire que, et c'est là où d'ailleurs je trouve que c'est un effet de révélation, c'est-à-dire que si avec de nouveaux outils on en arrive à finalement reproduire le fondement même de ce que Marx décrit comme l'organisation du travail dans un système capitaliste, c'est bien que c'est quelque chose qu'on peut pas éviter si on sort pas d'un système dont la finalité c'est de produire toujours plus de richesses et d'accumuler toujours plus de richesses en fait. Oui, en fait au final c'est marrant comme on est passé de la solitude à l'accumulation. Je trouve ça hyper intéressant. Tu sais, le glissement et en même temps de se rendre compte que c'est hyper lié. C'est-à-dire, en fait, la solitude, elle est liée à au fonctionnement de notre société, par définition, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui, à l'organisation, en effet, où finalement, du coup, c'est vraiment mon obsession, mais à cette place du travail, parce que quand tu disais aussi les différents modèles familiaux, c'est aussi des sociétés dans lesquelles on travaille différemment, qui peuvent accepter finalement qu'on vive avec de manière plus ouverte, avec plusieurs générations dans une même maison. Enfin, tout ça, ça peut être aussi lié à l'organisation du travail. Et c'est génial parce que je trouve que quand tu vois, t'envisages de faire
ou même pour les personnes qui écoutent, d'écouter un épisode pour ceux qui sont encore là, sur la solitude, tu t'envisages d'écouter quelque chose qui va toucher au développement personnel. Et en fait, tu te rends compte, et par le développement qu'on a fait là pendant 1 heure, que finalement, c'est moins une question de développement personnel qui rajoute de la pression à la personne que de collectif. Et ça, je trouve que c'est une super conclusion en réalité. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que c'est aussi... si je peux conclure sur la conclusion, vas-y. Pour moi, c'est ça, c'est de pas se rendre compte de l'inertie mentale aussi, qui fait que, comme tu dis, tu vois, ça rajoute de la charge mentale, le développement personnel, c'est-à-dire que bon, ce truc de, finalement, t'as qu'à t'occuper de toi, en quelque sorte. C'est vachement dur, en fait, moi, je trouve, de déployer l'énergie mentale, en fait, je trouve de changer de configuration, d'organisation de vie. Enfin, pour le coup, c'est peut-être un défaut que j'ai moi. Moi, je suis très inertielle, je pense, et je suis très figée dans mes structures mentales parfois. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est jamais dit, en fait, qui est jamais vraiment pensé, indépendamment des pathologies aussi mentales que peuvent avoir les individus. Mais ce truc de dire ok, il faut méditer, je sais pas, tous les jours, mais comment je fais? Non, mais tu vois, en fait, tu peux dire c'est que 5 minutes, tout le monde les a. Mais en fait, non, parce que ça demande une reconfiguration mentale et de déployer de l'énergie, en fait. Totalement. Merci beaucoup. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Du coup, moi, j'aimerais ouvrir la porte, on va dire, à une école qui soit justement moins individualiste. Pour moi, il y a quand même un énorme enjeu sur l'école. Encore une fois, parce que c'est mon métier, mais je pense pas seulement. Et d'ailleurs, je suis assez frappée que ce soit un sujet qui soit aussi peu présent dans la campagne. Et je suis assez inquiète, pour tout dire, sur les générations à venir. Je trouve qu'on apprend ce qu'on apprend aujourd'hui, ce que l'école, en tout cas le système français, apprend aux enfants, c'est quand même la concurrence, la performance, la réussite pensée vraiment en des termes purement individualistes et matériels aussi. Et c'est très triste un peu, je trouve. Bien sûr. Alors c'est aussi particulier parce que la génération des élèves là ces dernières années a énormément souffert du confinement, donc peut-être que les choses iront mieux, mais je pense qu'il y a tellement de choses en fait à penser pour améliorer la manière dont on forme des êtres humains et pas seulement justement des individus qui vont être performants. Et si on veut réparer un peu justement tout ce dont on a parlé, le lien social, c'est quand même essentiel de commencer par là ou de réfléchir à ça. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.